Psychologues et psychosociologues du monde vous diront sans hésiter que l'adolescence est l'étape la plus délicate dans la construction de la personnalité de l'homme en vue de sa socialisation. Freud en a été plus précis quand il a écrit « L'enfant est le père de l'homme ». En réalité, c'est au cours de l'adolescence que l'individu se découvre et s'oppose à l'autorité des parents et de la société qui sont en charge de son éducation et de son insertion sociale. Face à cette brutale et brusque opposition que beaucoup de parents et même des éducateurs ont de la peine à gérer, le recours le plus proche et le plus facile devient un internat. Pourtant, cette décision est pleine de risques. Outre le transfert de l'autorité et de la responsabilité parentale à un tiers, ceux qui accueillent ces enfants au sentiment rejeté sont souvent d'illustres inconnus, parfois des dangereux pervers qui corrompent l'enfant, d'où la problématique liée à cette décision. Les internats ne sont-ils pas dangereux pour nos enfants à l'âge de l'adolescence? Quelles sont les raisons qui peuvent pousser un parent à envoyer son enfant à l'internat, Sylvie Ekobé? Mais disons que généralement, les parents qui envoient leurs enfants dans les internats sont les parents qui sont pris par leur travail, les parents qui n'ont pas assez de temps pour accorder à leurs enfants, qui sont tellement occupés par certains autres besoins, qui se disent qu'il est nécessaire pour ces enfants-là d'avoir un autre encadrement pour pouvoir être mieux suivis par d'autres personnes dans un cercle qui est généralement assez surveillé, assez bien élaboré. Donc, ce que nous constatons, c'est qu'avant, généralement, les internats étaient là, c'était comme pour seconder les parents dans leur tâche qui était difficile parce que les parents n'avaient pas assez de temps. Mais au fil du temps, on a constaté que l'internat devient pour les enfants comme une forme de punition. À la maison, on dit si tu ne travailles pas bien à l'école, si tu te comportes mal, je vais t'envoyer à l'internat. Donc l'internat devient de nos jours maintenant pour les enfants comme une forme de punition. Et les parents, comme ça, ont tendance à vouloir se débarrasser un peu des enfants qui sont délinquants pour pouvoir aller les caser comme ça dans les internats. Il y a un phénomène très important pour les Africains. Oui. Parce que nous avons ce qu'on appelle la chaleur maternelle. Nous avons un peu d'émotion. Et ça, c'est de façon naturelle. Ça veut dire que quand vous êtes avec votre enfant, vous lui transmettez de votre chaleur. Oui. Et ça rentre dans la formation psychologique, dans l'équilibre de l'enfant. Or, lorsque vous le sevrez de cette chaleur pour l'envoyer à l'internat, il peut bénéficier de toutes les attentions possibles, mais cette chaleur en moins. Oui. Parce qu'on ne peut pas l'apporter. Quelqu'un d'autre ne peut pas apporter cette chaleur. Par exemple, c'est la mère qui a souffert lors de l'enfantement, qui a ce brin de, je ne sais pas comment je peux appeler, c'est-à-dire que c'est un tic. Oui. Oui, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer, qu'on ne peut pas déléguer. Oui. Et on ne peut pas... Voilà, donc il est important, je pense, que l'enfant vive en ayant le plus possible la chance de bénéficier de la chaleur parentale. Parce que ça va se répercuter dans l'avenir sur son équilibre social, sur son équilibre psychologique et sur son comportement dans l'avenir. Dans l'avenir. Oui. Voilà. Alors, on a un troisième invité qui nous a rejoint sur ce plateau, Monsieur Tang, qui est psycho-éducateur. Bon après-midi et bienvenue. Merci madame, bon après-midi à vous, bon après-midi aux tous les téléspectateurs qui nous regardent. Téléspectatrices. Alors vous êtes bien psycho-éducateur? Oui. Vous êtes propriétaire d'un centre qui en fait est un internat? Oui. Alors expliquez-nous un peu comment ça se passe. C'est un foyer d'accueil pour adolescents. Vous accueillez des délinquants, des orphelins, des enfants de la rue Non, nous accueillons des enfants normaux qui sont scolarisés, mais qui présentent quelques difficultés à s'adapter, soit dans l'environnement scolaire, soit ils présentent des problèmes comportementaux, donc liés à l'adolescence, soit encore des enfants dont les parents ne sont pas disponibles, donc ils sont tout le temps en déplacement du fait des besoins professionnels. Et donc, ces enfants-là ont besoin d'une attention un peu particulière et notre structure est là pour les accueillir. D'accord. Alors, c'est vrai que vous prenez le train en marche. Je vais vous poser la question que j'ai posée aux deux autres panélistes tout à l'heure. À votre avis, quelles sont les raisons qui peuvent pousser un parent à envoyer son enfant adolescent dans un internat? Je voudrais avoir les raisons sont multiples. Parce que aucun parent ne peut vouloir se séparer de son enfant, a priori. Maintenant, au fur et à mesure que les enfants grandissent, on peut constater chez certains
l'émergence d'un certain nombre de comportements qui influencent négativement leur scolarité. Et donc, on peut voir certains enfants qui se retrouvent en train de fonctionner dans des bandes et qui ont tendance, après la multiplication des échecs scolaires, à décrocher. Il y a cette raison-là, mais vous voyez que cette raison est doublée. Donc, il y a le problème comportemental et aussi le problème d'échec scolaire et le problème de risque de décrochage. Le problème d'échec, je ne vais pas vous couper, mais le problème d'échec scolaire revient tout le temps. C'est l'argument qui revient tout le temps. Échec scolaire. Vous pensez sincèrement que l'internat peut permettre à l'enfant de reprendre goût aux études? Mais avant de répondre à cette question, je dirais que ça, c'était des raisons liées à l'enfant. Il y a aussi des raisons liées aux parents. Tout à l'heure, je parlais des parents qui sont très occupés, qui n'ont pas le temps. Il y a même des couples en conflit. On peut avoir besoin de l'enfant, on envisage comme solution, comme palliatif, l'internat, autant de choses. Donc il faut regarder les raisons d'un côté comme de l'autre. Voilà. Maintenant, pour revenir à votre question, l'échec scolaire, est-ce que l'internat est une solution? Je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que vous savez, certains enfants sollicitent même d'aller dans les internats. Ils disent à papa, bon, écoute papa, depuis un certain temps, je me rends compte que je n'arrive pas à me concentrer ici à la maison, il y a tel problème, il y a des conflits, ou alors mes camarades viennent tout le temps, me rendre visite, je n'arrive pas à leur dire non. Je pense que si vous m'inscrivez dans un internat, je serai mieux concentré et comme ça, je pourrai produire des résultats plus intéressants. Et là encore, il faudrait voir si l'enfant n'a pas une autre idée derrière cet argument-là. Donc c'est pour cela qu'il est souhaitable toujours de discuter, de communiquer, de causer avec l'enfant afin de pouvoir trouver chez l'enfant les raisons réelles qui le motivent. Et si c'est le parent qui sollicite de mettre l'enfant à l'internat, qu'il présente à l'enfant les raisons et qu'il en discute avec l'enfant, mais puisque c'est lui l'adulte, lui c'est ce qui est bien pour l'enfant. Quand il communique avec lui, la finalité c'est de le convaincre. Et non lui imposer ce choix-là. Non lui imposer. Sylvie Ekobé, vous pensez qu'au moment où on prend la décision d'envoyer son enfant à l'internat, il faudrait en parler avec l'enfant? Est-ce qu'il faut consulter l'enfant avant? Oui, je pense que c'est nécessaire. Oui, je pense que c'est nécessaire de consulter l'enfant avant, sinon l'enfant va se sentir contraint d'aller dans un internat. Mais je voulais rebondir sur ce que monsieur a dit tout à l'heure. Il a parlé que les parents qui mettent leurs enfants dans les internats, c'est peut-être pour des raisons scolaires, les enfants qui ne réussissent pas dans leur scolarité, ou bien les enfants qui sont délinquants, qui ont un certain nombre de difficultés à la maison et tout. Ce que je voulais dire, c'est que cette façon de voir les choses est un peu approximative parce que le rôle des parents est d'éduquer leurs enfants. Qu'importe que les enfants aient des difficultés, que ce soit des enfants qui soient assez difficiles, les parents ont ce devoir-là de pouvoir gérer ces enfants. Lorsqu'ils secondent dans leur rôle à une autre institution, moi je me dis c'est une forme de démission. Les parents ont démissionné dans leur rôle. C'est pas parce que peut-être les enfants sont assez difficiles qu'on va comme ça là céder la place de parent à une autre personne. Comme monsieur Akam disait tout à l'heure, la chaleur d'un parent, le fait de rester avec son enfant, ce qu'un papa ou une maman transmet à son enfant au quotidien, ça n'a pas de prix. Un internat qui est assez austère, excusez-moi, qui est assez austère, ne peut pas transmettre donc cette chaleur-là à ce parent. Vous voyez, le quotidien, ces petits moments-là qui sont assez agréables pour l'enfant, de passer le temps avec son papa, faire des activités quotidiennes. On va la laisser terminer d'abord, après vous allez prendre la parole. Faire des activités au quotidien avec son parent, ça n'a pas de prix. Donc si les parents voient plutôt un internat comme un rempart ou bien comme un remplaçant pour leur rôle d'éducateur, ça pose un problème. Mais s'ils sont là peut-être pour seconder dans une certaine mesure les parents dans leur devoir, là c'est compréhensible. Mais si les parents se disent que bon, j'ai un enfant qui est assez difficile, un enfant qui n'obéit pas, je n'arrive pas à le maîtriser, mais ça veut dire, posez-vous la question de façon simple, vous avez échoué dans votre rôle d'éducateur. Pourquoi est-ce qu'un parent n'arrive pas à maîtriser son enfant? Pourquoi est-ce qu'un parent n'arrive pas à gérer certaines colères de son enfant? Ça veut dire quelque part, il a laissé soit la main ou il n'a pas
été assez vigilant sur certains traits parce que les enfants, le plus souvent, lorsqu'ils sont délicats, lorsqu'ils sont assez turbulents, c'est qu'il y a un effet, je vais dire un effet assez courant. Ça veut dire quelque part, le parent n'a pas vu. Je veux dire, il y a toujours quelque part un début à toute chose. Le parent doit voir le comportement qui change de son enfant. Ça veut dire peut-être une mauvaise fréquentation, ça veut dire peut-être un trouble ou bien l'enfant assiste comme ça à des scènes de ménage des enfants, toutes choses qui peuvent nuire, comme ça au fonctionnement de l'enfant. Les enfants n'ont pas assisté aux scènes de violence ou de ménage des parents. Donc les parents ne font pas assez attention. Lorsque l'enfant assiste en fait, donc des choses qui paraissent banales, mais qui influencent l'enfant au quotidien. Qui influence l'enfant comme ça au quotidien. Donc ce sont les parents, pour moi, je juge que ce sont les parents qui sont irresponsables. Lorsqu'on bat sur une femme devant un enfant, qu'est-ce qu'on attend du comportement de ce garçon après? Il va répercuter la même chose. Produire la même chose. Donc, ces parents, après, quand ils ont posé ces actes, ils trouvent que c'est mieux d'aller banquer l'enfant dans un internat. Moi, je trouve que c'est assez rédhibitoire, c'est facile, c'est trop facile. Monsieur Tang, qui voulait intervenir. On va parler de solution. L'internat n'est pas une solution à proprement parler, mais c'est un remède qu'on essaye d'appliquer sur un problème, par rapport à un problème qu'on a constaté, qu'on a observé. Et oui, on va parler de démission des parents peut-être, mais ce n'est pas toujours la démission. Parce que le comportement qu'on peut observer chez un enfant a plusieurs origines. Il y a déjà les facteurs biologiques qui préparent l'enfant à un certain type de comportement. C'est vrai, il y a aussi les facteurs liés à l'environnement social. Donc, du coup, on est face à l'inné et l'acquis et on ne peut pas du coup dire que c'est parce que les parents ont été irresponsables. C'est vrai que quelque part aussi, on peut observer ces cas-là où les parents sont irresponsables. C'est pour cela que je disais que il faut pouvoir analyser et aller au cas par cas. Allô? Oui, on vous écoute. Bonjour, oui, ici c'est Zinga qui est depuis Paris. Zingangoula, oui. Oui, bonjour à le plateau, bonjour à Christian Sam, bonjour à M. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, j'aimerais juste intervenir par rapport à ce que disait le téléspectateur tout à l'heure. En fait, c'est pas très fondé la façon dont il a parlé des internats en Europe. En fait, il faut bien considérer que les internats en Europe, le concept des internats en Europe apparaît à partir du moment où il y a des situations de guerre. Et donc, pendant les situations de guerre, il y avait comme principe d'éloigner les enfants au maximum de toutes les atrocités possibles. Et donc, il était dans l'ordre de mettre toujours les enfants près des religieux et près des éducateurs laïcs aussi. Et donc, on ne peut pas dire que le modèle actuel des internats, ou alors précédent dans les années 70-80, correspondait exactement à la même façon de comprendre les internats en Europe. C'est pas la même chose en fait. C'est la situation que je voulais apporter au précédent de l'explication. Qu'est-ce que je peux dire, c'est que je peux tout simplement vous souhaiter une bonne fin de débat. Merci beaucoup. Merci Zingangoula. On va continuer avec les messages. Justement, on va lire encore un message de Zingangoula qui vient de nous joindre au téléphone. S'il y a des questions, on va essayer de répondre rapidement et on va conclure cette émission. Zingangoula qui dit, s'agissant du principe de reconnaissance, il faut relever ici qu'à partir du moment même où un enseignant ou un formateur est compétent, un écolier ou un élève qui a réussi est d'office reconnaissant. Un autre message, je suis totalement contre les internats, c'est un lieu de brimade d'homosexuels, de lesbiennes. Bravo petite sœur, c'est Alain Ekobé qui envoie ce message, qui nous envoie ce message. Alors, on va lire d'autres messages. Madame Sylvie Ekobé, ne pensez-vous pas, c'est Zingangoula toujours, Madame Sylvie Ekobé, ne pensez-vous pas que le fait justement de sevrer brutalement un enfant de 10 ans de sa mère et de le placer dans un internat peut diminuer les chances de réussite de cet enfant? Vous pouvez répondre en 10 secondes. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'enfant qui est assez jeune n'a pas sa place, pour moi, en ce qui me concerne, n'a pas sa place dans un internat, puisque sa place est auprès de ses parents, auprès de sa mère, où il reçoit toute l'attention, toute l'affection disponible. Donc pour moi, un enfant qui est assez mineur, qui est assez jeune, ne doit pas se trouver dans un internat. Voilà. Un autre message, salut, c'est Monsieur Lonkeng de Yaoundé. À mon avis, l'internat n'est pas une bonne chose pour les ados, car non seulement l'enfant se sent seul, et en plus, il est, message incomplet, on n'a pas la fin de ce message, on va lire un autre message, Zingangoula encore. Monsieur Christian Akam devrait préciser que c'est le sérieux qui était de mise dans les internats des établissements confessionnels
professionnel qui explique la bonne qualité des cadres et ingénieurs de 35 ans et plus. Je crois qu'il a fait l'internat, c'est pour ça que... Ça dépend si le parent n'est pas disponible. L'internat est une bonne option, mais la distance que ça crée reste un problème. On va s'arrêter là pour les messages. On est arrivé au terme de cette émission, mais avant, on va faire un tour de table, on va conclure. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive? L'internat pour un adolescent, l'internat est-il bénéfique pour un adolescent? D'un côté, oui. Si vraiment c'est bien suivi, comme j'ai dit tout à l'heure, si les enseignants, si les encadreurs sont assez, une moralité avérée. Mais de l'autre côté, l'internat ne doit pas être un rempart où il faut en avant pour les responsabilités des parents, pour leurs droits, pour leurs devoirs en tant qu'éducateurs naturels qu'ils doivent donc inculquer à leurs enfants. Donc, les parents, lorsqu'on fait un enfant, lorsqu'on prend le temps de concevoir pour une femme, lorsqu'on prend le temps d'enfanter, on se dit, il y a une certaine priorité. L'enfant devient notre priorité. Qu'importe nos obligations, qu'importe nos devoirs, on doit prendre du temps pour pouvoir éduquer soi-même son enfant. On ne doit pas laisser aux autres la charge d'éduquer son enfant. Si on le fait, ça veut dire quelque part, on est irresponsable. Pour moi, ce qui me concerne, on est irresponsable. C'est une fuite en avant. C'est-à-dire, on va faire un ou deux choix et on va faire la même chose. Lorsqu'on prend le temps de faire un enfant, lorsqu'on prend le temps de concevoir, il faut prendre le temps pour éduquer cet enfant. Cet enfant est notre responsabilité, cet enfant est notre charge et non la charge d'autres personnes. Voilà. Christian Kam? Oui, juste pour dire que quand on met un enfant dans un internat, c'est pour qu'il soit formé. Et dans cette formation, il n'y a pas que la scolarisation. Il y a en général ce qu'on peut appeler l'éducation en général. Et dans l'éducation, il y a ce qu'on appelle la communauté éducative. Et il faut que les parents prennent conscience de ce qu'ils font partie de la communauté éducative. En ce sens, ils doivent jouer pleinement leur rôle avant de faire en sorte que l'enfant puisse se séparer pour un internat, même si quelquefois les raisons sont valables. Oui, je dirais que la décision d'envoyer un enfant à l'internat doit être un dernier recours. C'est-à-dire quand on aura épuisé toutes les autres alternatives, à ce moment-là, on pourra envisager d'inscrire l'enfant à l'internat. Et il faudrait poser le diagnostic. Est-ce que l'enfant a vraiment besoin de tel type d'internat? Moi, je parle d'internat spécialisé parce que je sais de quoi je parle. Parce qu'on peut conditionner l'enfant, il part de l'internat, il redevient l'enfant qu'on a connu hier. Mais si on agit sur ces processus de pensée, si on arrive à l'amener à apporter lui-même une autre perception, un autre regard sur ses agissements et lui-même comprendre qu'il est capable d'apporter des modifications bénéfiques sur son comportement, je pense que c'est avec ça, avec ce type d'internat, je pense que tous les enfants seront les bienvenus à ce type d'internat. Les orphelinats sont-ils encore des structures qui soutiennent les orphelins et enfants démunis, ou alors c'est juste un moyen pour certains de se faire un peu d'argent? Nous allons essayer de répondre à cette question tout au long de notre débat. Il faut bien comprendre que ça répond à un besoin. Au Cameroun, par exemple, en Afrique, d'abord, on a 59 millions d'orphelins. Et au Cameroun, on a un peu plus de 1 203 918 orphelins, rien que répertoriés au Cameroun. Donc, si on veut pouvoir encadrer cette couche de la population-là, il faut bien des structures qui puissent accueillir ces personnes. Parce que, normalement, c'est l'État, c'est le devoir du ministère des Affaires sociales, justement, qui est chargé d'encadrer cette catégorie de la population. Mais parfois, ils ne font pas tout seul, et donc des personnes de bonne volonté décident donc de mettre sur pied des associations sous forme d'orphelinat où elles accueillent des personnes. Donc moi, pour répondre à ta question, Audrey, c'est que c'est une réponse aux besoins à ces nombreux orphelins-là qui constituent la population camerounaise qui n'ont pas d'encadrement. Et c'est la raison pour laquelle donc, des personnes comme ça organisent un cadre où elles pourront accueillir ces enfants et leur offrir justement le droit à l'éducation, le droit à la santé et le droit également à vivre comme tous les autres êtres humains, exactement comme tous les autres enfants qui ont leur père et leur mère. Paul Manel, je voudrais avoir l'avis de Paul Manel sur la même question. Qu'est-ce qui explique cette prolifération des orphelinats aujourd'hui dans notre pays, dans notre cité, dans notre pays même carrément? Moi, je réponds de façon simple. Je pense que s'il y a beaucoup d'orphelinats, c'est qu'il y a beaucoup d'orphelins encadrés. Et je pense effectivement qu'on ne peut pas aujourd'hui attendre que l'État du Cameroun, à travers le ministère des Affaires sociales, puisse prendre en charge tous les cas désespérés, parce qu'il y en a beaucoup trop. Vous voyez même qu'il y en a beaucoup
beaucoup plus que les orphelinats ne peuvent en accueillir, parce que vous vous rendez compte qu'il y a encore des enfants aujourd'hui qui sont dans la rue. Moi, je roulais hier avec des amis, on a vu des enfants qui dormaient dans la rue alors qu'il était en train de pleuvoir. Ça veut dire qu'il y a effectivement une demande. Maintenant, ce qui me choque, ce n'est peut-être pas le terme que je vais utiliser, mais ce qui me pose un problème, c'est effectivement ce qu'elle évoquait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne connaît pas très bien la réglementation en vigueur en matière d'orphelinat, et on n'a pas l'impression que le ministère des Affaires sociales régule effectivement, et c'est ce qui, j'espère qu'on va arriver à cette partie du débat, ce qui peut causer effectivement aujourd'hui le fait que non seulement il y ait prolifération, mais qu'il y ait aussi un semblant de désordre et que ça puisse, à certains moments, devenir une sorte de business. De nos jours, qui peut prétendre ouvrir un orphelinat? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des clauses, des conditions, ou alors c'est n'importe qui peut le faire? Non, c'est absolument réglementé, comme d'ailleurs tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire que l'ouverture d'un orphelinat est soumise à toute une réglementation, à une paperasse, un ensemble d'autorisations préalables, des conditions préalables. Notamment, il faut que cela commence par un arrêté de création, et ensuite par un arrêté, une décision d'ouverture. Et ceci, dans un premier temps, il faudrait que la structure ait l'infrastructure nécessaire pour cela. Et maintenant, en deuxième temps, il faudrait qu'on s'assure que la structure a au niveau humain un certain nombre un potentiel de ressources humaines, le potentiel en termes de ressources humaines nécessaires. Parce qu'il s'agit ici de confier à des personnes l'avenir des enfants. Et pour cela, il faudrait des compétences précises pour cet encadrement. C'est pourquoi, en réalité, l'État a prévu toute une réglementation pour l'ouverture. Ce n'est pas qu'on se lève 24 matins comme ça, on décide de créer un orphelinat. Voilà. Et déjà, il faut déjà démontrer que le besoin est là, qu'il s'impose. Vous ne pouvez pas dire, ok, je m'en vais quelque part dans une ville, j'ouvre une maison, j'ai dit un orphelinat et je me mets à rechercher quels sont les orphelins. Non, il faudrait, comme Paul l'a dit tout à l'heure, il faudrait que le besoin soit établi dans la localité où l'orphelinat, il faut qu'on voit des enfants qui déambulent parce qu'ils sont des orphelins, il faut qu'on voit des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils sont des orphelins. Là, le besoin est clairement établi. En fonction de ce besoin, donc, on peut avoir une autorisation d'ouverture d'un orphelinat. Voilà. Il y a quand même un bon nombre de règles à respecter. Oui, il y a un certain nombre d'étapes. Un bon matin et puis on décide d'ouvrir son orphelinat. Il faut qu'il y ait un besoin. Tout à fait, le besoin doit être avéré et la réglementation doit être respectée. Tout à fait. Alors, on a un quatrième invité qui nous a rejoint sur ce plateau. Je ne l'ai pas annoncé tout à l'heure, mais bon, elle est là. C'est maman Thérèse, responsable de l'orphelinat à Frade. C'est bien ça? Bon après-midi et bienvenue. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Voilà, à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Alors, on parle d'orphelinat, comme vous le savez déjà. Alors, la question que je vais vous poser est celle de savoir quels sont les critères d'admission dans votre orphelinat. Sur quelle base vous acceptez les enfants? Chez nous, à Frade OMC, nous accueillons d'abord les enfants de 0 à 4 ans. Avant, on les prenait à l'informel. Mais depuis que la régularisation du ministère des Affaires sociales s'est mise sur terre à pied par le ministre Madame Marie-Madeleine Fouda, qui fait la continuité de Madame Catherine Bakambo, alors nous les prenons sous critères des affaires sociales. C'est-à-dire, quand on nous présente un cas, nous nous courons dans les centres sociaux les plus proches. Alors, eux viennent faire leur constat. Avec eux ensemble, nous partons d'abord, il faut les soins médicaux à cet enfant pour voir réellement de quoi il s'agit. Après, enquête police ou gendarmerie le plus proche. Et on admet l'enfant chez nous. On prend les soins, les premiers soins que vous connaissez. Un enfant qui est abandonné a d'abord faim, sale. Donc il faut d'abord laver cet enfant, le changer, le mettre, le faire vivre, le faire savoir qu'il n'est pas rejeté de la nation, qu'il est vraiment chez lui.
et il mange avec les autres enfants qu'il accueille. Il est un enfant comme les autres. Oui, dans les bonnes conditions. Et maintenant, les démarches des affaires sociales ne s'arrêtent pas là, ni nos démarches. Parce qu'il faut réellement qu'on sache que cet enfant est un enfant orphelin, ou bien un enfant de la rue, ou bien un enfant dans la rue. Donc, il faut qu'on sache tous ces critères avant maintenant qu'on engage encore les autres procédures. Alors, quelles sont vos sources de subsistance? Comment faites-vous pour faire vivre votre orphelinat? Notre orphelinat, réellement, nous avons quelques chaises que vous-même vous connaissez. Parce que STV, ce n'est pas la première fois, vous venez souvent nous donner quand même les dons. Et on vous dit toujours que ne louez pas les chaises, nous avons des chaises. Bon, et on fait quelques chants. Bon, mais dans la logique, notre centre, c'est la créateur de Dieu lui-même. Le superviseur, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, il touche les cœurs, même de ceux qui ne veulent pas nous voir, de nous voir. D'où nous avons les dons qui nous viennent de tous les côtés. Et qui fait vivre ces enfants comme les enfants normaux. Il se raconte, Paul Maël, Diane Denaille, M. Somo, il se raconte, je suppose que vous avez déjà entendu parler de ça, que certains responsables d'orphelinats se livrent au trafic d'enfants. C'est pas la première fois que vous entendez ça quand même. C'est une pratique, comment dire ça, c'est une pratique récurrente dans les orphelinats. Alors, est-ce que vous avez déjà été sollicité dans ce sens, Maman Thérèse? En tout cas, moi, ce qui concerne la vente des enfants, je ne sais pas si on peut vendre un être humain. Parce que Dieu qui nous a créés, il ne nous a pas vendus. Alors moi, j'entends parler de ça, mais je ne peux pas vous dire que oui ou non. Parce que je n'ai jamais assisté. Et chez moi-même, je n'ai jamais eu les cas comme ça. Parce que même les femmes qui viennent, qui n'ont pas d'enfants, quand une femme passe chez nous, on lui dit que mets-toi dans la prière. Pourquoi Dieu ne peut pas te donner tes propres enfants? Si tu as avorté par ignorance, rabaisse-toi et demande sincèrement pardon à Dieu, il va t'aider. Beaucoup sont venus me remercier avec les bébés en main. Alors vraiment, moi, ce genre, je ne connais pas. Mais il y a certains qui le font quand même. Je ne sais pas, maman, je ne peux pas témoigner. Il y a certains qui le font. Non, je ne peux pas témoigner parce que c'est les avocats qui parlent ce qu'ils ne connaissent pas. D'accord. Alors, bon, c'est quand même, on a déjà, c'est une pratique quand même, comme je l'ai dit, fréquente dans les orphelinats. On ne va pas le nier, même si vous ne le faites pas, il y en a qui le font. Tout ceci nous amène quand même à nous demander, Paul Maël, si certains justement ne le font pas, c'est-à-dire que nous, ne décident pas d'ouvrir des orphelinats juste pour se faire un peu d'argent. Oui. Est-ce que c'est vraiment par élan de cœur, parce qu'on veut soutenir, on veut aider vraiment ces enfants-là? Non, je ne pense pas. Enfin, je vais pas jeter l'anathème sur tout le monde. Je pense qu'il y a forcément moi j'ai déjà rencontré des gens qui tiennent des orphelinats, qui sont des personnes qui sont dévouées à la cause des enfants et qui s'en occupent très bien. Je me souviens, il y a quelques années, j'accompagnais une association qui s'appelle Women of Africa, qui allait donner justement des dons, qui allait faire des dons autant pour moi, dans un orphelinat à Village. Et on a trouvé un homme qui avait abandonné son boulot, qui avait abandonné, sa femme était partie, il avait abandonné parce qu'il avait décidé de s'occuper des enfants. Et il a construit un cadre pour ces enfants-là. Il est vrai qu'on avait effectivement observé que le cadre n'était pas propice d'un point de vue infrastructurel à l'encadrement des enfants, mais au moins il avait la volonté, il avait le dévouement pour ce qu'il faisait. Il y a des gens comme ça. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui se lancent dans ce business, appelons-le clairement comme ça, pour des raisons essentiellement mercantilistes. Il y a des trafics d'enfants, ça c'est des cas. Moi je me rappelle à l'époque, j'étais encore rédacteur en chef de Canal 2 International, on a eu plusieurs cas comme ça, des enfants qui étaient censés être dans des orphelinats qui disparaissaient. Et on découvrait en fait qu'ils faisaient partie d'un réseau d'orphelinats. Il y en a qui deviennent après, que les responsables d'orphelinats envoient après se prostituer pour ce qui est des filles, deviennent des macros. Donc il y a effectivement ce gros problème. C'est de là qu'on constate effectivement qu'il y a une absence réelle de régulation au niveau du ministère en charge des affaires sociales. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. D'abord, on ne pourra pas, si vous allez au MINAS aujourd'hui, ou à la délégation ici, on ne pourra pas vous recenser le nombre d'orphelinats exact
au Cameroun, dans la seule ville de Douala par exemple, pour dire que dans tel orphelinat, il y a tel nombre d'enfants qui sont encadrés, ceci, il n'y a aucun véritable contrôle là-dessus et c'est ça qui pose problème. Donc du coup, parce que, je vais être un peu long, pour aller dans la genèse, les orphelinats au départ, c'était une affaire des missionnaires, c'est les sœurs et les églises qui recueillaient les enfants abandonnés, les orphelins, parce que l'église a les moyens de s'occuper de ça, a des infrastructures et la dîme du dimanche permet effectivement de s'occuper de ça. Aujourd'hui, les particuliers se sont lancés là-dedans sans avoir de moyens et attendent justement de vivre. Madame parlait tout à l'heure des champs qu'elles ont et des chaises qu'elles ont allouées, mais il y a d'autres orphelinats qui n'ont rien du tout, qui n'espèrent avoir comme ressources que les dons et les legs que les personnes vont apporter. Or, il n'y en a pas tous les jours. Du coup, quand ça vient, parfois, le promoteur de l'orphelinat pense d'abord à lui avant de penser aux orphelins dont il a la charge. Oui. Sur la même question, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dérives qui sont recensées parce que au niveau du ministère des Affaires sociales, on donne uniquement le chiffre total des orphelins au Cameroun. Comme je l'ai dit au début de l'émission, on a plus d'1 million d'orphelins au Cameroun, mais comme pour Mario le disait, par centre, c'est pas répertorié en fait parce que les orphelinats très souvent sont regroupés sous forme d'associations et dont l'objet est création d'orphelinats. Donc du coup, parfois, on sait très bien comment se délivrent les agréments pour les associations au Cameroun. Et après ça, il n'y a pas une véritable mission de descente sur le terrain de contrôle avant de délivrer l'agrément pour l'ouverture de l'orphelinat. Deuxième chose encore, on ne vérifie pas que si la maman disait, par exemple, on doit faire des soins, on ne vérifie pas que peut-être cet orphelinat travaille avec tel dispensaire ou alors tel cabinet qui puisse prendre en charge justement ces enfants-là et vérifier si effectivement ils sont en bonne santé. L'autre troisième dérive, en fait, c'est que dans ces orphelinats-là, parfois, il n'y a pas de contrôle du tout, peut-être comme dans le cas de l'orphelinat de la FRAT, voilà. Et du coup, tous les enfants sont mis ensemble et parfois les maladies également se transmettent les uns aux autres. Et après ça devient finalement comme un champ dans lequel c'est un champ de contamination et après ça, ce n'est plus une mission de protection des enfants, c'est une mission plutôt on va dire une mission suicide carrément d'un groupe d'enfants parce que les enfants, ils jouent ensemble et après ça, on constate toutes les dérives. Et pour revenir à la quatrième dérive, par contre, sur le trafic, surtout beaucoup plus au trafic sexuel pour les jeunes filles. Très souvent, ça se fait au niveau de nos frontières, par exemple. C'est pour ces raisons qu'au Gabon, par exemple, vous allez vous rendre compte que vous allez dans beaucoup de ménages, on a beaucoup de jeunes filles à moins de 15 ans qui sont là-bas, qui travaillent dans les maisons, elles travaillent comme domestiques, mais en même temps, elles sont esclaves sexuelles. Et les provinces au Cameroun qui ont justement, ça c'est l'étude même du ministère des Affaires sociales, les provinces au Cameroun qui sont justement les plus favorables à ce type de trafic-là, on a la province la région, pardon. Merci. Je ne suis pas encore arrivée, comme si ça changeait quelque chose dans tous les cas. Merci. On a la région du Nord, par exemple, on a le centre, on a la région de l'Est également, qui sont très livrés à ce type de pratiques-là. Et vous allez vous rendre compte que ce sont des régions qui sont carrément les régions limitrophes du Cameroun, qui sont situées aux frontières du Cameroun. Et du coup, on exporte les enfants au nord également, ceux qui vont au Tchad une fois. Donc, véritablement, c'est pour cette raison que c'est important. C'est vrai, dernièrement, on a la ministre des Affaires sociales de Sandu à Douala pour dire qu'elle lance un fonds de solidarité. Pour pouvoir pallier à ce problème-là. Mais on revient à la même chose, en fait, c'est que ce soit les tenanciers des centres sociaux qui n'ont pas de moyens pour subvenir, comme Maëlle le disait tout à l'heure, pour subvenir aux besoins, le ministère des Affaires sociales, de la même façon également, constate qu'ils ont une lacune, ne peuvent pas répondre à ce besoin-là. Ils font maintenant appel à d'autres personnes pour subvenir, alors qu'en principe, ce sont les devoirs régaliens de l'État de le faire. Bien sûr. Alors, maman Thérèse voudrait intervenir? Oui, parce que dans la logique, à toute chose, la science se développe. Les affaires sociales qu'on a connues hier, ce n'est pas ça aujourd'hui encore. Alors nous ne devons pas toujours rester dans la routine. Essayons de sortir. C'est vrai, il y a les critères pour ouvrir les orphelinats. Bon. Et il y a les gens de bonne volonté, il y a les gens assoiffés. Ça, c'est partout, même dans les églises. Vous ne pouvez pas me démentir. Ce qui se passe actuellement, Madame le ministre est en train d'effectuer un grand travail, un très grand travail. Par exemple, ici à Douala,
Nous sommes plus de presque 30 orphelinats. Bon. Mais actuellement, ils travaillent avec 5 orphelinats d'abord. C'est avec les 5 orphelinats d'abord qu'on va travailler pendant 100 jours pour voir l'évolution et de ce que les gens nous critiquent. Si après ça, il y aura encore tant nombre de critiques, là c'est autre chose. Mais vraiment, on dit en patois, malade gémit doucement, le malin aussi a le corps. Alors, maman Thérèse, qu'est-ce que vous faites des dons, des dons que vous recevez? Est-ce que ces dons-là sont utilisés vraiment, véritablement au profit de ces enfants-là? Ou alors... Par exemple, chez nous, si les dons n'étaient pas, surtout pour ces enfants, je pense que vous-même, vous connaissez les cas que nous recevons. On allait avoir les décès du jour au jour. Mais quand vous venez aujourd'hui, vous trouvez un enfant, par exemple, les orphelins que vous avez, les 2 jumeaux que vous avez trouvés dernièrement. Si vous venez aujourd'hui, vous les voir, vous aurez envie de les recevoir, de les embrasser. Ça veut dire que on utilise ça dans les bonnes conditions. C'est vous qui le dites. Hein. Je pose la question parce que j'ai eu le témoignage d'une dame cette semaine qui me disait, qui fait partie d'une association, et qui me disait... Elle travaille, son association travaille avec un orphelinat, je ne vais pas citer l'orphelinat ici, mais à chaque fois, chaque année, on fait des dons. Mais à chaque fois, quand on repart dans cet orphelinat, on trouve que les enfants sont pareils. Je veux dire, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Et puis, c'est décourageant à la fin, parce qu'elle se demande véritablement si les dons sont véritablement utilisés au profit des enfants, ou alors les dons prennent d'autres directions. Non, ce que je veux dire, Audrey, c'est que je pense qu'il y a un problème d'encadrement. On peut effectivement arriver et retrouver que les dons sont effectivement utilisés pour les enfants, mais il y a un problème d'encadrement à la base. Je veux dire que moi, je suis allé dans un orphelinat, comme je vous le disais tout à l'heure, où un monsieur a construit un bâtiment qui avait plus de rez-de-chaussée 2 niveaux. Oui. Et effectivement, il y a d'abord le premier problème, c'est le problème de la promiscuité, le problème de l'encadrement, c'est-à-dire il avait une trentaine d'enfants à encadrer et il était seul avec une dame qui s'occupait du ménage et une autre dame qui s'occupait de la cuisine. Donc les 2 dames qui s'occupaient de la cuisine n'étaient pas à demeure, donc celle du ménage et celle de la cuisine, elles arrivent, elles travaillent et elles partent. Donc en fait, à partir du soir, il est le seul à être en charge des enfants. Donc les dons peuvent effectivement être destinés aux enfants, mais au niveau de l'encadrement, si vous laissez une chemise à un enfant aujourd'hui et qu'il est dans un quartier difficile et qu'il joue dans la boue, il y a de fortes chances que vous reveniez 2 semaines après qu'il n'ait plus de chemise du tout, alors qu'il ait une chemise en très mauvais état. Donc il y a un problème d'encadrement de ces enfants et d'encadrement de ces structures. C'est pourquoi l'objectif, normalement... moi, quand il y a un problème d'encadrement, ça revient à dire que ces enfants sont mal encadrés, c'est ça? Oui, c'est de la faute de qui? C'est-à-dire qui devrait suivre leur encadrement? Alors l'encadrement devrait d'abord venir au niveau... M. Somo parlait tout à l'heure des conditions d'ouverture d'un orphelinat, c'est-à-dire qu'avant que vous n'ouvriez un orphelinat, les autorités du ministère devraient venir voir le cadre dans lequel vous voulez héberger ces enfants et être sûr que vous avez la capacité d'accueillir le nombre d'enfants que vous avez, parce qu'il y a aussi ce problème. Vous trouvez des enfants qui dorment, qui sont 50, dans une pièce où il devrait être une dizaine. Il y a ce problème d'encadrement là, donc je pense qu'il y a ce problème de suivi aujourd'hui, et aussi le fait que ce soit devenu un business, malheureusement, fait que les gens prennent beaucoup plus d'enfants en espérant avoir justement beaucoup plus de dons et de legs, et en espérant que les subventions qui vont arriver parce qu'ils ont beaucoup d'enfants. Du coup, on ne fait pas fi du cadre dans lequel on s'occupe des enfants. Il y a cet ensemble de choses qu'il me semble important de prendre en compte. Monsieur Somo, il n'a pas dit un mot depuis tout à l'heure. Hein. Oui, en fait, non, c'est que ce qui se dit jusqu'à présent, je partage la plupart des avis qui sont développés. Je vais tout simplement rajouter que l'État, en réalité, a les moyens de donner à tout le monde, y compris aux enfants orphelins, a les moyens de les mettre dans des conditions, j'allais dire, optimales pour leur éducation. Mais il faudrait voir ce qui se passe ailleurs, dans des nations plus développées. En fait, c'est que on regroupe les orphelins à un endroit précis. Lorsqu'on les localise, on les regroupe à un endroit précis et on lance comme un appel d'offres auprès de quelqu'un qui voudrait prendre en charge l'encadrement de ces orphelins dans le cadre d'une structure. Et du coup, donc, quelqu'un vient
et les prend en charge. Et l'État suit donc le traitement qui y est fait et accompagne le traitement d'un certain nombre d'apports au plan financier et matériel pour que ces enfants soient bien encadrés et bien suivis. Alors, le problème ici chez nous, c'est à quel moment est-ce qu'un orphelinat se crée? Quelles sont les intentions qu'il y a derrière celui qui crée l'orphelinat? La création d'un orphelinat devrait d'abord être liée à une révélation, à une vocation, à un besoin réel exprimé par un individu de s'occuper des enfants qui sont en situation délicate. Il faut d'abord aimer les enfants, hein, maman Thérèse. C'est ça que ça veut dire, parce qu'en réalité, vous voyez derrière les créateurs de ces orphelinats, vous voyez des personnes en réalité qui n'ont aucune vocation, aucune formation nécessaire pour le faire. On ne peut pas autrement dire qu'il y a quelque part un intérêt, parce qu'en réalité, les gens disent, maintenant que je n'ai rien à faire, alors je me cache derrière un orphelinat que je crée, je crée un orphelinat, je vais donc vers des ONG nationales ou internationales qui m'apportent X ou Y choses, et c'est pourquoi certains orphelinats naissent le lundi. Dès que les financements sont arrivés, le mardi, on n'en parle plus parce que le propriétaire, il a pris tout ce qu'il a pris et il a taillé. Cette situation fait qu'en réalité, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est d'abord et avant tout un business. On n'a jamais dit que l'orphelinat, c'est la demeure d'un enfant. Oui. Jamais. Oui, vous allez conclure. Et c'est pour cela que vous confondez toujours la vente des enfants. Oui. Parce que quand on met un enfant en adoption dans une famille, les gens qui lisent les enveloppes sans ouvertes disent qu'on a vendu l'enfant. Oui, madame. Et actuellement, c'est les mêmes bouches qui disent que les orphelinats ne doivent pas garder les enfants à une date limitée. Et c'est les mêmes bouches qui disent que les affaires sociales vendent les enfants. Finalement, situer les affaires sociales. Oui, alors, ce que moi j'ai dit, je vous remercie d'abord votre émission. Je ne sais pas si c'est le début ou c'est la continuité. Mais j'aimerais que ça se développe encore plus davantage. L'amour peut-il survivre à un couple qui n'a pas d'enfant? C'est le sujet qui va faire l'objet de notre réflexion cet après-midi. Pour certaines femmes, avoir des enfants, c'est vraiment très préoccupant. Ça prend du temps. Oui. Et puis, l'homme se détourne l'attention, il détourne son attention sur les enfants. Du coup, elle n'a plus d'espace, elle n'a plus de place. Donc, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça que je dis, je me réfère à la culture. Quelle est la culture que nous partageons? En Occident, par exemple, c'est facile. On va trouver des femmes, des couples qui vivent des années sans du tout avoir des enfants. Et ils sont très, très heureux. Très heureux. D'ailleurs, même j'ai vu sur la toile cette semaine que là-bas, les couples préfèrent même ne pas avoir d'enfants. Ils estiment qu'ils sont plus heureux comme ça que d'avoir des enfants. Comme quoi pour dire que la culture est différente. Oui, c'est vrai. Ouais, ici, c'est le contraire. Ici, c'est le contraire. Oui. Mais toutefois, ce qu'on doit comprendre ici en Afrique, c'est que on ne doit pas laisser les agressions extérieures nuire au couple. Une femme, un couple, un foyer, ils peuvent très bien, l'homme et la femme, être heureux sans enfants, je pense, je le crois. Parce que la définition même, l'essence même du mariage, c'est 1 + 1 = 1, comme la Bible nous dit. C'est pas forcément aller et multiplier vous. Mais c'est parce que Dieu a vu que l'homme n'était pas bien seul, qu'il lui a apporté une aide semblable, afin que tous les deux qu'ils soient complets. Donc la notion la notion de perfection déjà vient du moment où l'homme et la femme sont unis ensemble. Voilà. Je voudrais revenir sur quelque chose, Audrey, si tu permets. Le concept heureux doit être suffisamment relativisé. C'est-à-dire que lorsque un couple se met ensemble, ils estiment qu'ils ont atteint le bonheur infini, c'est-à-dire qu'ils sont heureux à partir du moment où les objectifs qui se sont fixés dans la vie sont atteints. Dans ce cas, si dans un couple, les gens se sont fixés pour l'objectif d'avoir les enfants, si ces enfants ne viennent pas, forcément, ils ne peuvent pas être heureux. Ceux qui disent qu'ils ne veulent pas d'enfants et ils se fixent
ils fixent leur bonheur à faire des voyages, à jouir de tout ce qu'ils sont. Voilà leur bonheur. Mais là où la problématique, c'est que en prenant le mot heureux dans son sens le plus objectif possible, c'est-à-dire ce que tout le monde ensemble peut penser que c'est bien pour l'autre. Vous comprenez? Et du coup, l'existence de l'enfant, la venue de l'enfant prend tout son sens. Parce qu'en réalité, on peut dire aux personnes qui vivent sans enfants et qui disent qu'elles sont heureuses, en réalité, qu'elles ne le sont pas tout simplement parce qu'elles n'ont pas goûté au bonheur d'avoir des enfants. Nous leur disons alors, et tentez. Faites un enfant, vous verrez si en réalité vous n'étiez pas dans l'illusion, comme dans le mythe de la caverne, vous n'étiez pas dans un trou. Et maintenant, essayez de faire des enfants pour voir si c'est enfin la lumière, le bonheur à la perfection que vous allez atteindre dès lors que les enfants seront venus. C'est pourquoi je dis la notion de heureux, il faut la relativiser et la mettre dans ce sens où tout le monde peut penser et en fixer les limites. Voilà. Alors, certains analystes constituent la venue des enfants comme garant d'un couple et de sa durabilité. Qu'en pensez-vous, Oriane Fotso? Vous partagez ce point de vue? Non, pas du tout. Pas du tout. Je le dis pas du tout parce que j'ai connu des couples, des foyers en ce moment qui sont séparés parce qu'il y a eu des enfants. Je dis parce qu'il y a eu des enfants. Et je vais répondre à monsieur tout à l'heure parce que quand il disait on peut se fixer des objectifs, le fait d'atteindre ces objectifs ne garantissent pas le bonheur. On peut avoir un objectif, ok, je voudrais passer à la télé, oui, je suis passée à la télé, maintenant, je ne suis pas heureuse du tout. Pourtant, j'ai atteint cet objectif. C'est ce qu'on réalise quand on est en couple avec une personne. On dit, on a envie d'avoir des enfants. Du coup, quand on a des enfants, on trouve que c'est touffu. C'est parce qu'on attendait, voilà, c'est parce qu'on avait espéré. C'est plus pareil, ils sont têtus, ils apportent les problèmes, ils sont délinquants, ils font pas du tout ce qu'on veut, ils sont pas obéissants. Et les parents se retrouvent en train de ne plus se comprendre du tout. Parce qu'il y a un point de vue qui ne se partage pas sur l'éducation des enfants. Donc, en même temps, ça suscite d'autres contraintes. Et il faut trouver un compromis. Et c'est pas évident de gérer les compromis. C'est pas du tout évident. En ce moment où je suis en train de vous parler, je connais un monsieur qui s'est séparé de sa femme parce qu'ils ont 4 enfants. Et lui, il voulait un seul enfant. Donc, du coup, il n'y a plus de bonheur parce qu'il y a les enfants. Il connaît déjà ça. Parce que sa femme lui a fait 3 enfants dans le dos. Voilà, c'est plus ça du tout. Non, écoute, il faut qu'on s'entende là-dessus. Il faut qu'on s'entende là-dessus parce que ce que nous disons, faisons très attention à ce que nous disons sur ce plateau. Je conviens avec vous que les enfants peuvent être source de discorde. En réalité, c'est-à-dire que les querelles quotidiennes, les contraintes auxquelles les enfants nous soumettent peuvent être en réalité la source des discordes entre le père et la mère. Si 90 fois sur 100, j'ai eu des problèmes avec soucis avec mon épouse, c'est généralement autour de l'enfant. Mais en réalité, si 90 fois j'ai eu ce problème avec mon épouse, nous nous sommes réconciliés 100 fois et l'amour est revenu à nouveau. En réalité, c'est peut-être dans votre cas ce qui se passe. C'est le cas, je le dis quand je parle de moi, je parle de vous, je parle de la société dans sa généralité. C'est pour dire en réalité que la source des problèmes peut être l'enfant, mais en réalité, c'est un bonheur infini pour les parents de savoir que leurs enfants sont à la source des problèmes. Et lorsqu'ils se réconcilient, l'amour est encore plus fort. Et puis, c'est source dans ces petites discordes avec les enfants. On va évoluer un peu. Il faut qu'on lise le maximum de messages, d'accord? Après, vous allez pouvoir intervenir au Oriane Fotso. Salut, un couple sans enfant est comme un arbre sans fruits. Et un arbre sans fruits est seulement utilisé comme un bois de chauffe. Ainsi, un couple sans enfant n'est rien d'autre qu'un couple sans histoire. Gardien des prisons, Blama Boukar, depuis Moul Voudaï. J'espère que j'ai bien prononcé. Alors, notre message, salut pour moi, c'est non, l'amour sans enfant ne peut pas survivre car l'enfant est le bonheur d'une famille. Le Parisien Ibide, depuis Bouba, Joseph Nomisiwomo. Les Occidentaux ont vécu l'ingratitude des enfants tellement qu'ils préfèrent aujourd'hui... Les Occidentaux ont vécu l'ingratitude des enfants tellement qu'ils préfèrent aujourd'hui vivre dans tous les sens du terme sans enfants. Pourquoi se sacrifier pour un mirage? Alors, bonjour, c'est Yannick Toza. L'amour peut survivre dans un mariage sans enfants quand le couple s'entend et s'aime. Voilà. À notre message, l'Occident s'ennuie d'où tout genre d'expérience immorale. Elle sait faire des enfants, mais pas des hommes. Absolument. Mais on voit ce message. Bien dit ça. Alors, la naissance est un cadeau non souhaité car c'est un fruit du plaisir sexuel. C'est Rima Nana qui envoie ce message. Alors, Judith Douandi, Judith, toi là?
On voit ce message. Bonjour, cher panéliste. Oui, l'amour peut survivre à un couple selon les motivations réelles du couple. Cependant, seul l'amour permet effectivement de résister au manque involontaire d'enfants. Enfin, coucou à Judith Touala, qui nous regarde certainement depuis la qui aurait pu être sur le plateau avec nous. Malheureusement, elle est en congé. Elle ne sera pas là pendant un bon bout de temps. Alors, un autre message. Joseph Nombisi Wambo, non, Madame Fosso. Les enfants intermédiaires sont parmi les plus épanouis parce qu'ils ne sont pas abrutis par l'amour incontrôlé des parents. Résultat, à l'Ouest, les aînés sont exclus de la succession. Voilà. Alors, on lit encore quelques messages rapidement. Et puis, on va conclure notre débat. Je crois que la société a besoin d'éducation civique. Ça, c'est un message qui n'est pas signé. Un couple sans enfant peut survivre, mais pas vivre. Parce que, naturellement, l'homme tombe amoureux de la femme au début et non des enfants. Mais nous savons qu'une même sauce, chaque jour, finit par dégoûter. Alors, le couple revendique quelque chose qui n'est pas un ou plusieurs enfants pour renforcer le couple. C'est Dimbek Jean-Philippe, depuis Colmessin, qui envoie ce message. Bon, personnellement, je pense que je suis chrétien d'abord et je pense qu'un enfant est un don de Dieu. Bon, et il faut donc savoir l'accepter. Deuxièmement, il faut savoir se situer dans notre société et comprendre que le sens, la valeur que la société nous attribue, c'est notre capacité à pouvoir nous mettre ensemble et à procréer. Ne pas procréer dans une société qui se veut nataliste est une infraction vis-à-vis des possibilités d'insertion sociale. Bon, ça c'est un problème. Mais pour ceux qui n'ont pas pu, les couples qui n'ont pas pu avoir d'enfants, nous avons dit qu'il y a plusieurs solutions de recours. Il y a par exemple des adoptions, il y a des enfants de la famille qui peuvent venir donner à un couple un sens. Mais ce que je refute, c'est qu'une maison soit dans un silence plat de cimetière sous un fallacieux prétexte qu'on n'a pas pu procréer soi-même. Il y a des enfants pour tous dans la société. Oui, ce que moi je dirais, c'est un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, déjà c'est de développer le dialogue pour pouvoir éviter et mettre fin aux frustrations. Parce que s'il y a dialogue, ça donne à l'autre de comprendre son partenaire et ou alors son conjoint. Maintenant, la question d'adoption. Est-ce qu'une femme se sentirait épanouie, mieux à l'aise de savoir que l'enfant qu'elle est en train de vouloir adopter, qu'elle est en train de vouloir prendre comme son propre enfant, est-ce qu'elle pourra gérer le fait que ce n'est pas elle-même qui a mis cet enfant au monde? Est-ce qu'elle se sentira plus heureuse? Donc, je crois qu'il faut développer le dialogue et pouvoir comprendre, développer cette attitude psychologique-là, revenir à tout ça. C'est très important. Pour pouvoir éviter toutes les frustrations. Surtout éviter d'aller voir ailleurs. Voilà, parce qu'en fait, c'est la conséquence la plus immédiate, c'est laquelle on pense, c'est aller voir ailleurs. Voilà. Au moins, c'est ce point, on est d'accord. Éviter d'aller voir ailleurs. Au moins, alors en définitive, qu'est-ce qu'on peut dire? L'amour peut survivre, même comme je connais déjà vos positions, l'amour peut survivre à un couple qui n'a pas d'enfant, mais c'est seulement en 5 secondes avant qu'on ait un couple là. Oui. Vous dites oui? Oui, bien sûr. Voilà, nous sommes d'accord. D'accord. Un couple, l'amour peut survivre à un couple qui n'a pas d'enfant. Oui, voilà. Je crois que tout a été dit. Je ne veux pas dire que si on se retrouve à des familles récomposées, donc conventionnelles, c'est peut-être parce qu'il y a des divorces, mais aussi peut-être parce qu'il y a la difficulté de vivre ensemble. Oui. Peut-être de plus en plus. Aussi. Il peut s'agir d'un problème de culture, il peut également s'agir également de la manière dont sont constituées aujourd'hui ces familles avant. C'est-à-dire que parfois les couples ne sont pas préparés au mariage et ils se lancent donc dans un chemin de vivre ensemble et après on arrive au divorce et on peut donc arriver aisément à l'existence des familles décomposées où vous trouvez donc un homme qui a fait peut-être une première union et de cette union il a eu des enfants et vice-versa, soit une femme, ils sont donc obligés cette fois de constituer une nouvelle famille. Il peut donc arriver, d'après votre problématique, qu'on soit dans une famille reconstituée, si vous voulez, ou récomposée, oui, ou récomposée, parce que c'est juste un problème de sémantique, et avoir du bonheur. Oui. Là, oui. Vous êtes très vite prononcé oui. Sur la question. On va y arriver de toute façon. Oui, on va y arriver, Sylvie Zana. On ne va pas brûler les étapes, d'accord? Bon, on note quand même, on constate quand même, M. Somo, que le quotidien d'une famille recomposée est généralement, dans la plupart des cas, on ne va pas généraliser, dans la plupart des cas, rythmé par pas mal de conflits. À votre avis, à quoi c'est dû? Généralement, on a des conflits entre les enfants, des conflits entre le beau-parent et l'enfant. Bon, vous savez, les enfants
eux, quand ils naissent ou quand ils sont appelés à vivre dans le cadre d'une famille recomposée, ils commencent par ce qu'on appelait un apprentissage. Parce qu'en fait, ils sont issus d'un lien affectif précédent et d'un environnement précédent, et bientôt, ils vont se retrouver dans un environnement qui est tout à fait nouveau et pour lequel ils doivent forcément se réadapter. Bon. Ils doivent apprendre à vivre avec des inconnus. Or, quels sont ces inconnus? Pour l'enfant qui arrive, le mari de sa mère, parce qu'il y a un problème d'appellation, il a le mari de sa mère. Ou alors la femme de mon père. La femme de mon père. Oui. Ces concepts sont déjà très difficiles, complexes à l'enfant. Assimiler ces concepts devient très compliqué pour l'enfant. Et vous savez, l'appellation, le nom ou l'appellation que l'enfant manifeste vis-à-vis de cette personne dénote de ce qu'il éprouve ou qu'il ressent pour cette personne. C'est bien différent quand il dit « le mari de ma mère », c'est différent de dire « papa ». Alors, le passage de « le mari de ma mère » à « papa » marque une évolution sur le plan affectif. Or, cette évolution, pour en arriver là, commence d'abord par le doute, parce que les enfants doutent, ils redoutent même ces autres enfants, les autres enfants avec lesquels il va partager l'environnement, il redoute cet inconnu qu'est le père de sa mère, ou le mari de sa mère ou l'autre. En fait, il les redoute. Et dans ce sentiment, il développe en soi une forme de protection naturelle. Il développe donc une thématique de protection naturelle. Et dit, je me mets en sécurité vis-à-vis de cet inconnu qui probablement va... Donc, dans cette logique de protection des uns et des autres, forcément, il naît ce qu'on appelle des conflits. C'est-à-dire que des oppositions possibles qui vont dans le sens de la défense des intérêts. Et plus ils grandissent, plus ils se rendent parfois compte qu'ils sont différents les uns des autres, plus ils se demandent si, plus tard, quand il faudra gérer les choses comme l'héritage et tout cela et le tralala, est-ce que l'autre ne serait pas de trop? Nous sommes dans une société patriarcale. On va pas la refaire, peut-être pas tout de suite. Ou je sais pas trop. Donc, c'est normal. Et c'est pour ça que j'étais très virulente tout à l'heure lorsque vous avez dit non, il y a l'amour qui fait fuir la raison. J'ai dit non. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, à la fin, on en arrive à ce que l'homme doit prendre ses responsabilités? L'homme doit prendre ses responsabilités dès le départ. Il ne faut pas seulement prendre... Nous avons assisté à des deuils ici qui se sont terminés vraiment en queue de poisson, c'était l'horreur. Ou en spectacle. Ou en spectacle. Vraiment, les gens sont revenus là-bas totalement retournés. Et ça a aidé certains à retrouver le droit chemin, d'autres vraiment totalement tordus, ils ne pouvaient plus. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que dès le début, si on décide en tant que... avec son libre arbitre de dire je prends cette femme et ses enfants, on doit pouvoir mettre sur pied certaines bases, on doit pouvoir discuter, on doit pouvoir mettre le code de famille parce que c'est notre nouvelle famille, on n'en aura pas d'autres. Nous sommes en train de la reconstruire. Et je voudrais terminer en disant, aujourd'hui on parle de famille recomposée de façon officielle, mais en Afrique, il n'y a que des familles recomposées de façon non naturelle. C'est-à-dire que nous avons toujours... on est allé chez des oncles, passer quelques vacances, ou même passer tout le cycle scolaire, ou passer tout le cycle universitaire, ou on a toujours été envoyé chez la famille. Donc on a toujours, en Afrique, il y a ce qu'on appelle la famille recomposée non naturelle. Donc maintenant, le débat qui nous amène aussi aujourd'hui, c'est vraiment de la rendre officielle, mais cette tolérance, ou bien ce vécu, que nous avons, ou cette expérience que nous avons eue lorsqu'on était enfant, de la gestion de ce que nos parents ont fait, ou de nos oncles, ou de nos tantes, doit nous amener aujourd'hui, devenus adultes, lorsque nous prenons des décisions avec où personne ne nous impose rien, ou sinon que le choix de l'amour, comme M. Maurice disait tout à l'heure, M. Somo disait tout à l'heure, alors là, on doit pouvoir vivre avec ça. En Afrique, les gens ne peuvent pas dire que je ne savais pas que je peux avoir quelqu'un chez moi qui n'est pas mon enfant. Ça n'est même pas envisageable. On rigole souvent lorsque la rentrée scolaire arrive, on dit, bon, j'ai 3 enfants, mais en réalité, avec les enfants de la famille, chez moi, a fait une rentrée de 10 personnes. Ce sont mes enfants. Donc, cette prédisposition-là devrait nous amener à être plus patients pour, si demain on a un choix à faire,
de dire, ok, je fais une famille recomposée, d'être un peu plus tolérant, patient pour la reconstruction de cette famille. Aujourd'hui, on parle d'homosexualité. C'est un sujet délicat qui fait débat en ce moment. On va même dire que c'est un sujet tabou, hein, mais nous avons décidé de prendre les choses en main et d'en parler. C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Voilà. D'autre part, la cavité anale, qui est faite pour déféquer, n'a rien de disposé pour recevoir un membre. Alors, je ne peux pas comprendre que dans l'esprit de Dieu qui fait du bien, même si à côté il y a le diable, c'est pour montrer les deux pans, aurait prévu qu'en dehors de ces espaces qui sont disponibles et adéquats pour avoir des relations sexuelles. On confond un peu un certain nombre de choses, à mon sens. Parce que l'homosexualité telle qu'il est vécu ou telle qu'on en parle aujourd'hui, c'est parti sur, je l'ai dit tantôt, sur des plaisirs. C'est-à-dire que de prouver des plaisirs à être avec son semblable, je veux dire les gens d'un même sexe, avant de s'entamer sur l'utilisation de son sexe à d'autres fins. C'est-à-dire que les gens trouvaient du plaisir à rester même ensemble. Je peux vous dire que même dans les hétéros, il y a d'autres qui ne sont pas toujours pour le coït vaginal. C'est-à-dire le seul fait qu'il soit avec une femme, il est comblé. C'est un peu, à mon sens, il y a des homos qui sont dans ce sens-là. Bon, mais comme on y va toujours plus loin, le plaisir venant, comme on dit, l'appétit venant en mangeant, parfois on va jusqu'aux extrémités. Et à ce moment-là, ça crée quand même des problèmes. Et on revient sur ce que Mme Chola disait tout à l'heure, que la fonction première de se mettre ensemble, c'est quand même de procréer. C'est de procréer. Et pour que cette harmonie-là de procréation vienne, il faut que ce soit dans les contraires. C'est pour ça que j'ai commencé par là. La procréation ne peut pas se faire dans le semblable. C'est vrai qu'il y a des êtres humains vivants qui se procréent de manière automatique, mais pour les hommes, la procréation a été prévue dans le contraire. Ça veut dire un homme et une femme pour cette unicité. Aujourd'hui, est-ce que l'homosexualité remplit ses fonctions? Non. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec elle que la Bible, Satan est venu remettre tout en question. Mais la réalité du vécu quotidien est que ça pose énormément de problèmes dans la société. La question tout à l'heure que vous avez soulevée, c'était de savoir la réaction, tant du parent que de l'enfant. Vous voyez déjà que ça casse même la rythmique de vie. Le parent qui voit son enfant devenir homosexuel perd déjà de vue d'avoir des petits-fils. Imaginez un seul instant que vous n'ayez qu'un seul enfant. Ça veut dire que votre généalogie s'arrête là. Mais on va vous répondre, Maître Bondieu, qu'aujourd'hui on peut adopter. Hein. On voit ce qui se passe de l'autre côté. Adopter ne veut pas dire... On a des couples gays qui adoptent aujourd'hui. Oui, je vais vous répondre sur le plan scientifique et même juridique. Adopter un enfant ne fait pas de cet enfant votre enfant biologique. Parce que si on parle de succession, on parle de quelqu'un qui vous remplace, on suppose que votre sang, parce qu'on dit enfant de sang, c'est pour ça qu'il y a les examens sanguins. Ça veut dire que quelque chose est sorti de vous pour constituer celui qui vous remplace. Bon, maintenant, la succession juridique par les adoptions a toujours quelque chose d'incomplet. Moi, je crois que l'homosexualité est un mode de vie, comme tout autre mode de vie. Si vous avez votre enfant à la maison qui décide dans sa maison de dormir avec sa femme, sa femme est dans sa chambre, lui il est dans une autre chambre, c'est un choix qu'il a fait. Comme vous pouvez dire, je fais 2 enfants au lieu de 4, ou je n'en fais pas du tout. C'est un choix qu'il a fait, mais quels conseils pouvez-vous donner aux parents dans la gestion de la situation même? Des conseils aux parents? Comment gérer? La gestion de l'homosexualité, en tout cas, part de la conception que vous faites de l'homosexualité. Si vous la considérez comme une pathologie, normalement, la gestion va dans le sens de l'éradiquer. Faire tout pour qu'il y ait des corrections par rapport à ça. Mais ce que je dis, c'est que personne, dans le cas spécifique des homosexualités acquises, là encore, on peut aller vers la correction. Mais dans le cas des homosexualités naturelles ou qui le sont depuis une période de son développement infantile, la correction devient difficile. La gestion devient tout simplement une gestion d'accompagnement. Oui. D'accompagnement, c'est-à-dire permettre à l'individu homosexuel
de s'exprimer dans sa plénitude et dans une totalité, dans une société de totale liberté. L'homosexualité fait partie des libertés individuelles, reconnues comme liberté cardinale, indépendamment des convictions religieuses. Il y en a qui décident de croire en Dieu et de ne pas croire en Dieu. Vous ne pouvez pas forcer personne à croire en Dieu. Si Dieu dit que ce n'est pas bon, seuls ceux qui croient en Dieu pensent que l'homosexualité n'est pas bon. Mais ceux qui ne croient pas en Dieu, ça relève de leur liberté et la gestion consiste simplement à dire « Ok, nous assumons ». C'est leur liberté de le faire et nous les accompagnons dans ce qu'ils ont décidé d'être. Le débat concerne les homos de naissance. Laisser les homos de contrainte subissent les mêmes revers que les contraintes imposées aux hétéros. C'est la contrainte de l'acte qui est abjecte, quel que soit le partenaire. C'est Joséphine depuis Paris qui envoie ce message. Rien à faire, enfant à exclure de la famille. C'est Brice Aomagnon de Cotonou qui envoie ce message. Bonsoir. Si Mme Chouala a faussé le débat, pourquoi un coq ne va pas vers un coq, une poule vers une poule? C'est Jean depuis Libreville qui envoie ce message. Répondez, monsieur. Voilà. Monsieur Somo, vous avez là un avocat. Bah oui, c'est clair. Hein? Non, écoutez, en réalité, vous n'avez pas fait une expérimentation. Je vous dis, du point de vue de la biologie, cette pratique est même plus régulière que chez les hommes. Vous avez... qu'est-ce qui se passe lorsque vous voyez le petit cabri, hein, le petit cabri qui va chez l'autre petit cabri de même sexe? Ça veut dire qu'au départ, c'est table rase. C'est-à-dire qu'au départ, on ne sait pas que l'autre c'est un homme, l'autre là c'est un garçon. Il n'y a pas cette différence qui est faite. Non, je vous dis, c'est quelque chose d'extrêmement naturel. Et le seul argument valable, c'est que cela s'est toujours pratiqué depuis l'aube des temps. L'aube des temps qui est la création de l'homme et de la femme faite par Dieu. Voilà. Qui voudrait qu'il n'y ait pas deux hommes, deux femmes. Bonjour, je suis très fascinée par le niveau de Mme Chouala. Elle réfléchit tellement bien que je suis émerveillée. Merci beaucoup. Pourtant, elle est gestionnaire. Je l'adore. C'est Mathieu, depuis le Burkina Faso, qui envoie ce message. Hein. Bonjour, l'homosexualité est une orientation sexuelle. Deux femmes gays ne manifestent aucune trace. En tant que parent, vous n'avez qu'à l'accepter. Moi, je vais le ramener à la raison, car le monde appartient à Dieu. Et on doit avoir la crainte de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec le prof, car Dieu ne fait naître quelqu'un homo. Voilà, je suppose qu'on l'a dit. Boris Kala qui revient en envoyant ce message. Salut à tous. Le mot sodomie vient du nom de la ville Sodome dans la Bible et non l'inverse, comme l'a dit Monsieur Somo. Voilà, on va s'arrêter là pour des messages. Hein. On est pratiquement arrivé au terme de cette émission. On va conclure. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet en conclusion? Moi, je pourrais dire tout simplement que voilà, l'éducation qui reste vraiment la chose la plus importante est la base de tout. Nous devons, en tant que parents, s'investir vraiment pour que nos enfants suivent ce qui nous semble être une orientation normale. Parce que, sans juger qui que ce soit, l'homosexualité, pour moi, n'est pas normale. Parce qu'on a bien vu tout à l'heure quelles sont les conséquences. Cependant, je ne juge personne. Les gens s'orientent librement. Mais les résultats, nous les voyons nous-mêmes. Est-ce que c'est un bon choix? That is the question. Mais moi, je pense qu'il ne faut même pas aller plus loin. Votre Vox Pop a donné la solution. C'est indicatif. Et au-delà du Vox Pop, à ma qualité de juriste, je voudrais rassurer, parce qu'il semble qu'il y a un débat, est-ce que le texte c'est un texte appréciable ou apprécié? Et il n'y a pas de débat sur l'article 347 bis de notre code pénal. C'est un texte qui punit l'homosexualité et si vous êtes dans des conditions requises par le texte, vous allez subir. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est à l'endroit de ceux qui ont les velléités homosexuelles ou qui croient que l'Occident s'est brutalement transposé en Afrique, il n'en est pas question. Sauvegardons les valeurs africaines que l'Occident aujourd'hui recherche, mais ne retrouve pas. Il y a l'aspect superstitieux dans une tradition. Et il faut savoir que l'aspect superstitieux agit sur la psychologie de tous ceux qui vivent dans la contrée de la tradition d'une aire géographique donnée. C'est pour ça que, comme le disait le professeur, toute altération
ne donne plus valeur traditionnelle. Parce que justement, l'aspect psychologique a aussi été altéré par ricochet. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Bon, mais ce qui est important, c'est de savoir que l'être humain se subdivise de façon triptyque. Ça veut dire que d'abord, il y a l'aspect psychologique, il y a l'aspect biologique et il y a l'aspect social. Alors, la tradition concerne plus les deux derniers aspects, c'est-à-dire que l'aspect social. Un certain nombre de valeurs sont posées. Un certain nombre de choses sont dites. Maintenant, ça agit directement sur la psychologie du fait que ça part d'une superstition donnée. Par exemple, chez les Bassas du Cameroun, on dit « les femmes ne mangent pas le chat ». Comme Paul Marie le disait tout à l'heure, là, ça ne s'explique pas sur le plan biologique. Mais pourquoi ? Il doit avoir une bonne dose de superstition dedans afin de je ne sais quoi, pour quelle raison on le dit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une femme qui enfreindrait cette loi peut avoir des rétributions. It's because he already has it in mind that if you eat like in some cultures you're not supposed to eat the gizzard of a fowl. Okay. Supposing I don't know that I'm a woman. And a woman is not supposed to eat the gizzard of a fowl. What if I don't know that law, I don't know that tradition, then I eat that gizzard? What happens to me? It's because you have that notion, you have that knowledge, you know, it's a tradition, it's a custom that you're not supposed to, a woman is not supposed to eat the gizzard of a fowl. Okay, now, a woman in that tradition, in that custom, is scared of eating the gizzard of a fowl because she already has it in mind that this is what is going to happen to me. But normally, under normal circumstances, I don't see any reason why she wouldn't eat the gizzard of a fowl. So it's tradition. L'altération avec le temps peut faire en sorte que la tradition se meurt sur la chose. Et quand la tradition se meurt sur la chose, forcément, l'aspect psychologique peut aussi être défaite de la chose. C'est pour ça que peut-être Paul Maël va mieux conclure que moi par rapport à cela. Mais ça ne veut pas dire que c'est des conneries, mais non. Mieux conclure que Mbongo Benoviton, qui est un grand maître des arts mystiques et spirituels, je ne pense pas. Non, ce que je veux dire, c'est que pour avoir la totale compréhension, me semble-t-il, de la question, il faut qu'on restitue les choses dans leur contexte, c'est-à-dire qu'on se rende dans la société africaine traditionnelle dans son essence, où ce que nous appelons aujourd'hui tradition ou superstition étaient justement des règles qui régissaient la vie en société et qui établissaient la vie dans les rôles que chacun avait à jouer, parce que dans la société, qui régulait la société. Parce que dans la société traditionnelle, comme aujourd'hui, la société était stratifiée, mais elle était stratifiée de façon, pour moi qui suis démocrate aujourd'hui, de façon sévère. C'est-à-dire qu'il y avait une caste qui était la caste des régnants, qui devait régner jusqu'à la vie. Il y avait la caste des esclaves, qui devait rester esclaves jusqu'à la fin de leur vie, et ainsi de suite. Donc c'était régulé. Et c'est ces rapports en société-là qui étaient régulés par ces règles. Maintenant, quand vous dites que c'est un effet psychologique, et quand vous dites que ça peut être pratiqué par les hommes, je peux y concéder, parce que Mbongo a parlé du chat. Il est du chat comme de la tortue. Lui et moi appartenons à la même sphère géographique et chez nous, les femmes ne mangent pas la tortue. Quand votre mari ramène la tortue, on sait exactement combien de morceaux ça va donner dans la marmite et donc vous n'avez pas le droit d'y toucher, même ne goûtez même pas la sauce. Mais cependant, votre mari peut vous donner l'autorisation de déguster la tortue. Dans ce cas, rien ne vous arrive. Pareil que si vous êtes une jeune fille belle comme vous, Audrey, qui revenait de France, qui est arrivée pour la première fois. Vous le savez? qui arrivait pour la première fois au village et que malencontreusement vous dégustez la tortue sans le savoir, il y a quelqu'un qui viendra dire à votre père, vraiment, dis à ta fille que c'est parce qu'elle ne savait pas, mais qu'elle, ça ne se reproduise plus. Those traditions, like the example I just gave, they should be backed by facts. They should be backed by facts. Say, they should be proven. They should be proven. That's where now the problem of belief comes in. Like, some people don't believe in tradition. Some people don't believe in most customs and tradition because, for example, they'll say, okay, I'm not supposed to eat the gizzard of a fowl because I'm a woman. What happens to me if I eat it? It's not that tradition. It wasn't backed. It wasn't backed. I don't know if then, or since it's still practiced, if actually if I eat it, something is going to happen. It's same with this aspect of female genital mutilation. It happens too in the southwest, in my area, Manu.
mostly the Ejagams. It happens too around the east of Cameroon. Okay, they say if you're not mutilated, you'll be unable to give birth to kids. It reduces your level of fertilization. But now, for people who that hasn't been done to them, they still give birth, they're still fertile, and we are increasing, pushing. Elle le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes justement qui ne croient pas à la tradition, à la tradition, particulièrement les jeunes. Alors, est-ce que l'influence de l'Occident, de la culture occidentale, n'est-elle pas à l'origine de la négation des valeurs traditionnelles africaines? D'abord, moi je ne suis pas totalement d'accord avec la première partie de ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que où elle veut complètement dissocier le fait traditionnel tel que nous le définissons sur ce plateau et la science. Moi je vous ai parlé tout à l'heure, dans la société africaine, il y avait le chaman, et dans certaines sociétés, il continue d'avoir le chaman, c'est-à-dire qu'il y a le sorcier du village, comme on l'appelle vulgairement. Mais c'est le nom qui change, mais en France, on parlerait des magnétiseurs. Voilà. Alors, le sorcier du village, c'est qui? Le sorcier du village, c'est le type qui, quand je suis malade, va en forêt, prend telle plante, l'associe à telle autre plante, il met un peu d'eau et un peu de sel, me donne et je guéris. Ça, pour moi, c'est de la science. Nous avons posé la question à l'homme de la rue sur le thème qui nous réunit cet après-midi. Je vous propose de regarder cet élément et nous on se retrouve juste derrière le Vox Pop. Les traditions africaines, on doit plutôt encore les renforcer. Parce que la première année que j'ai eu à voyager, je prends l'exemple de la Chine. Alors vous voyez les pays qui sont prospères, c'est parce qu'ils croient beaucoup à leur culture et à leur tradition. Donc c'est des trucs à ne pas négliger. Alors on devait plutôt encore les renforcer. Aussi avec l'aide des autorités pour bien pérenniser cela. Parce que la première année, quand vous croyez à votre culture et à votre tradition, franchement, vos affaires peuvent prospérer. Je suis de ceux qui pensent que vraiment la culture africaine doit avoir sa place dans l'espace, n'est-ce pas, du monde moderne. Oui. Un peuple qui a perdu sa culture, en quelque sorte, c'est un peuple qui a cessé d'exister. Bien évidemment, il faut croire à la culture, également la tradition africaine, parce que nous sommes des Africains. Étant donné que nos parents nous ont laissé beaucoup de choses, il faut simplement les préserver. Ce que nous avons de plus cher et de plus beau, je crois, c'est notre culture. Et si peut-être nous voulons plutôt importer, nous accepter la culture des Occidentaux, je pense que c'est même à la limite, même nous déraciner. Donc je pense que nous devons être traditionnels, nous devons accepter la culture africaine, reconnaître ce que nous sommes, parce que c'est ça qui nous ressemble. Si on perd nos racines, c'est comme un arbre qui n'a pas de racines, c'est tout. Il faut y croire. Les gens couragent, les gens y croient. L'importation des valeurs étrangères, oui, nous aide jusqu'à un certain niveau. Nos valeurs, la culture, nous devons la promouvoir, parce que ça nous permet aussi, en passant dit, il faut connaître son passé pour pouvoir maintenant prévoir l'avenir et mieux vivre le présent. En tant qu'Africain de naissance, étant né dans la tradition que mes parents ont suivie, je suis obligé de les imiter sans savoir pourquoi. Et bêtement. En tant que Bamileke, je respecte ma tradition, le crâne. J'ai tout ce qui est tradition bamileke, verser l'huile sur les crânes et tout. Je les respecte sans savoir pourquoi. Une réaction par rapport à cet élément que l'on vient de suivre. Il y a Benoît Bitton qui est en train de rire. Mais au moins on constate que chacun est conscient de ce que la tradition africaine, la culture africaine doivent être respectées. Même si les uns et les autres, comme on a suivi le dernier intervenant tout à l'heure, dire qu'il ne sait pas pourquoi, mais au moins ça doit être respecté. Il a dit qu'il ne sait pas pourquoi, mais ça a toujours été comme ça. Il respecte seulement. Quand j'étais jeune, nous on allait prendre les bulletins du 3e trimestre au lycée. On emportait la valise, parce que dès qu'on tu recevais le bulletin, tu partais au village. Aujourd'hui, les gens ne vont plus au village. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on tienne compte de l'évolution de la société qui veut qu'aujourd'hui, moi qui suis Bassa, je suis allé chercher épouse chez les Bétis, ce qui il y a 50 ans n'était pas envisageable. Donc je suis allé chercher épouse chez les Bétis, donc mes enfants ont une double culture, mon fils prendra peut-être une femme à l'ouest, et ainsi de suite. Donc il y a cette difficulté de communication. Maintenant, je pense qu'il faut, on va dire qu'on va encore taper sur les... Mais est-ce que c'est une excuse? Oui, c'est une excuse importante. C'est une excuse importante. À partir du moment où... Le vrai problème, c'est même pas le fait qu'aujourd'hui, on copie tout ce qui vient de l'extérieur. Non, mais je pense que le fait qu'il y ait... Tout ce qu'on fait là-bas, tout ce qui vient de l'autre côté... Non, le fait qu'il y ait des mariages mixtes
pour moi, c'est une bonne chose. Oui. D'accord, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut avouer que dans cette contexte, ça n'a pas que des avantages. Comme toute chose, ça a un inconvénient. Le fait que mon épouse et moi n'ayons pas en partage la même langue vernaculaire est une barrière sérieuse. Donc, il faut qu'on trouve un code. Soit on se met à l'apprentissage de nos deux langues mutuelles, ce qui arrive très rarement, parce qu'aujourd'hui, régulièrement dans la société moderne, je travaille, mon épouse travaille, donc on passe quoi ou 4 heures le soir à la maison avant de s'endormir, on passe des 1 heure. Donc, il n'y a vraiment pas ce temps-là. Du coup, ça se retransmet sur les enfants. Alors, on va lire des messages, hein. Si vous le voulez bien, d'accord. On va marquer une pause, oui, bien sûr. Hein. Voilà, sinon on risque de ne pas avoir des messages la semaine prochaine. Allez-y. Ça sera dangereux. Alors, Joseph Numbisi Wambo, les 2 langues patrimoniales à enseigner au Cameroun sont le Chumom, Bamoun, seule langue originelle et écrite, et le Fufulde, pour le nombre de ses locuteurs. Alors, c'est Jean Numbisi Wambo qui envoie ce message. Un autre message. Juste là, 2 secondes pour dire que le Fufulde, non, mais je ne sais pas si le Fulbe que parle. Le Fulbe, par contre, est une langue codifiée qui est écrite, qui a failli être imposée par le président Aïdjo comme enseignée aux études. Et justement, il a eu peur que ça pourrait générer des problèmes. Mais effectivement, c'est une langue qui pourrait, pour le cas du Cameroun, à cause de son antériorité, à cause de sa codification, être enseignée à l'école aujourd'hui. Voilà. Alors, un autre message, hein, je crois que l'effet d'avoir plus de 250 langues est un véritable obstacle. L'Afrique de l'Ouest n'a pas ce problème. Alors, on a beaucoup à faire. C'est Janvier, depuis Malabo, qui envoie ce message. Zingangola. Question simple à Mbombok, Benoît Bitton. Vous m'avez l'air jeune et je suis dès lors tenté de vous demander où et en quel lieu et en quelle année avez-vous passé le rite de Bok chez les Bassa. On ne va pas répondre à cette question parce que vraiment, faut-il faire? Donc, quand on sait qu'au quotidien, nous rencontrons des personnes, jeunes comme adultes, hein, complètement déracinées, qu'est-ce qu'il faut faire? Je commence par Paul Maël. Non, je pense qu'il faut revenir au basique. Et on l'a dit sur ce plateau, le basique, c'est commencer à parler nos langues vernaculaires avec nos enfants à la maison. Oui. Quelqu'un a suggéré que j'en parle, j'enseigne ma langue à mon épouse. Autant je devrais lui enseigner la mienne, autant je devrais apprendre d'elle, parce que tout ça fait partie de la culture de la culture africaine. Je pense qu'il faut revenir à ce genre de basique-là, repartir au village. Moi, je dis toujours, et mes cousins qui sont au village ne sont pas d'accord avec moi, je dis que moi, je suis contre le fait que le village ait été électrifié, qu'il y ait des maisons en dur, qu'il y ait que la route soit bitumée. Ça a enlevé quelque chose au village, où nous, on allait la nuit avec la torche. Oui. Donc, je pense qu'il faut qu'on revienne à ça, et je pense que les pouvoirs publics aussi devraient veiller à ce qu'on conserve ce patrimoine-là, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous allez chez les Occidentaux aujourd'hui, et non, quand vous allez en France, il y a toute une partie de la France qui est essentiellement médiévale. Vous avez encore des châteaux où on continue à restaurer les pierres et on vous défend. Même en plein cœur de Paris, il y a des bâtiments que vous ne pouvez pas repeindre sans autorisation. Parce qu'on va vous dire que non, ce bâtiment, si c'est un patrimoine. Donc il faut que les pouvoirs publics aussi veillent à ça et que nous, chacun à son petit niveau, apporte toute sa modeste contribution pour que nous consolidions les acquis. Okay, to conclude, it's a good thing we go back to our bases. Like he just said, we should go to the village so we can learn some of our cultures and traditions, so we don't get to question some of them. Monsieur Simon Maurice. Oui, je continue de dire que je ne suis pas partisan d'une exclusivité culturelle de l'Afrique en termes de prépondérance. Je suis partisan pour une certaine équité des valeurs culturelles et que nous ne pouvons pas nous imposer comme une culture fondamentale, n'est-ce pas, si nous ne tenons pas en compte le fait qu'il y a d'autres cultures qui existent avec nous. Bon, et pour moi, je continue de penser que parler la langue de l'autre n'est pas suffisant si en moi je me reconnais comme appartenant à une sphère culturelle donnée, parce que la langue n'est pas la seule valeur culturelle. Il y a des valeurs culturelles plus sûres, comme par exemple la façon de manger, la femme qu'on épouse, la façon de dormir, la façon de se coucher. Avec moi, voilà, et alors, pour dire, voilà, c'est ça. La conclusion, Benoît Bitton, et n'oubliez pas de donner, de dire comment on peut entrer en contact avec vous. On a des questions comme ça qui n'arrêtent pas d'arriver. D'accord, ok. Bon, ce que je veux dire, M. Somo tout à l'heure dit avec beaucoup de raisons que Benoît Bitton est un africaniste. Je dirais même pire encore, je suis afro-radicaliste. Ça veut dire que je suis radical quant à croire qu'aujourd'hui, l'inconscient et le subconscient africain a été escamoté. Quand on escamote l'inconscient et le subconscient d'un peuple, on l'a complètement altéré. Et on l'a complètement abattu. C'est pour ça aujourd'hui que l'Africain pense occidental. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut donc une inversion des valeurs.
et la répression aussi des valeurs exogènes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout accepter. Moi aujourd'hui j'ai dit, M. Somo n'est pas marié à une femme de sa culture, je suis marié à une Française. Ça veut donc dire que je me ferme en repli identitaire, mais je m'ouvre au monde. Et je pense que c'est une éducation que les Cheikh Anta Diop nous ont appris. Cheikh Anta Diop était un africaniste, il était marié à une occidentale. C'est encore pareil. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un carrefour de culture. Et ce carrefour de culture donc là doit être aujourd'hui imposé par chacun dans sa dimension culturelle. Voilà, merci à tous les panélistes d'être venus ce samedi. Merci à vous tous qui nous avez regardés, particulièrement à ceux qui nous ont envoyé des messages. Comme on n'a pas pu tous les lire, on se retrouve samedi prochain. La rediffusion de cette émission, c'est lundi à 4h et à 17h et jeudi à 16h. Bon week-end à tous. À bientôt. Au revoir.